Monsieur Sassou Nguesso, pour revenir à votre question, sa part de responsabilité, oui, comme tous les dirigeants avant lui et après lui avaient sa part de responsabilité. Cependant, je ferai quand même un bémol. Je n'irai pas jusqu'à comparer ce que le peuple congolais a vécu sous ce système avec ce qui s'est fait en Corée du Nord ou en Chine du temps du maoïsme culturel. Oui, Maître, moi, je reviens un peu sur les violences, puisque vous en avez parlé, et sur les lacunes, s'il faut appeler ça comme ça, ou les échecs de cette conférence nationale, où d'aucuns pensent que c'est la plus grave erreur ou le plus grand échec de cette conférence nationale a été de laisser Denis Sassou Nguesso libre malgré les crimes, des assassinats politiques qui avaient été relevés par cette conférence nationale. J'aime à rappeler l'acte 284 qui le rend responsable de plus de 3000 assassinats politiques. Et tout à l'heure, vous évoquiez le principe du Parti congolais du travail, le pouvoir au bout du fusil, mais je veux aussi indiquer qu'il n'avait pas été dit la conservation du pouvoir par les armes ou par les fusils. Et j'estime et je pense que c'est deux concepts différents. Conquérir le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir au bout du fusil, conserver le pouvoir par les armes, c'est deux choses tout à fait différentes. Si vous voyez la différence, moi non. Oui, j'en arrive. Parce que il arrive que les gens prennent le pouvoir par les armes, comme l'a fait d'ailleurs, l'a refait Denis Sassou Nguesso, euh, ce qui est à condamner d'ailleurs, parce que c'est une violation de la Constitution. Mais encore conserver le pouvoir par les armes, c'est une logique beaucoup plus dangereuse parce qu'à ce moment-là, on va se mettre à assassiner tout le monde, tous ceux qui oseraient s'opposer à ce pouvoir. Et c'est ce que Denis Sassou Nguesso fait tout le temps. L'élimination physique des opposants, l'élimination physique de tous ceux qui s'opposent à son pouvoir pour continuer à le conserver. Et donc, je reviens sur la question, que pensez-vous de ceux qui disent que le plus grand échec de cette conférence nationale a été de laisser, évidemment, Denis Sassou Nguesso libre alors qu'il était temps qu'il réponde, évidemment, de ses crimes. Vous savez, la conférence nationale en elle-même, pour ceux qui considèrent euh, que c'était un échec, ce n'est pas mon point de vue. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'était un moment, non pas, c'était un moment qu'il ne faudrait pas simplifier. Euh, Dans les coulisses, je vous parlais de mon admiration pour Edgar Morin, le philosophe qui vient de mourir, qui est reconnu mondialement comme le philosophe de la complexité. Il faudrait intégrer l'analyse de ces événements dans la complexité et s'abstenir de toute simplification. Monsieur Sassou Nguesso au pouvoir pendant la conférence nationale, humainement, était excédé par ce qui se disait de lui à la conférence nationale. Et il faut rappeler que c'est un jeune homme à l'époque aussi. Il est dans la quarantaine. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait jamais vécu une telle chose, qui avait connu le pouvoir absolu, et puis du jour au lendemain se retrouvait avec des gens qui venait dire que c'était mon locataire, il est parti sans payer de loyer, ainsi de suite. D'autres disaient j'étais son maître de karaté ou je ne sais quoi. Il y avait des choses pareilles et il y en a qui sont venus dire qui boiraient du sang, des choses pareilles. Alors, ce jeune homme, devant ses excès, sera tenté par la démission. Et il y avait même des gens qui voulaient qu'il démissionnât aussi. C'est Monseigneur Combo qui va jouer les équilibristes, qui dira il ne faut pas le pousser jusqu'à la démission parce que ça peut engendrer des problèmes beaucoup plus graves dans le pays.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Ce à quoi nous assistons en République du Congo, c'est la consolidation d'un coup d'État permanent par le système PCT. Coup d'État qui a débuté, vous le savez, en juin 1997 par l'interruption brutale du processus démocratique du pays, en violation, bien entendu, de la constitution congolaise adoptée le 15 mars 1992. Depuis lors, le Congo n'est plus jamais parvenu à rétablir l'ordre constitutionnel, notamment la constitution adoptée suite à l'expression démocratique et libre des Congolais, résultat des travaux de la conférence nationale souveraine de 1991. 35 ans après la conférence nationale souveraine, quel bilan peut-on réellement dresser de cet événement historique? Que reste-t-il encore de ce moment qui avait suscité tant d'espoir et marqué un tournant dans la vie politique congolaise? On en parle aujourd'hui avec Maître Poitiers-Amar. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, homme politique, leader des Patriotes. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur R7. Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, ce 10 juin 2026 marque en réalité le 35e anniversaire de la fin des travaux de la conférence nationale souveraine en République du Congo. Est-il encore nécessaire de continuer à célébrer cet événement lorsqu'on sait que le processus démocratique, évidemment, issu de ces assises, a été interrompu par coup d'État militaire et dont les putschistes sont encore au pouvoir? C'est une raison de plus de célébrer avec plus de vigueur cette date, de la rappeler, parce que la présence de ces putschistes, comme vous dites, de cette junte qui finalement a fini par se couler dans les habits civils, comme on a dit au début des années 2000, qu'il fallait transformer la victoire militaire en victoire civile avec la constitution de 2002 et les élections qui ont suivi, mais n'empêche que la réalité demeure qu'il y a eu un coup d'État en 1997 et la nécessité de célébrer la date du 10 juin, sinon de rappeler à l'ensemble de nos compatriotes, je parlerai de commémoration de cette date, sa nécessité, et que d'abord, ça permet de rappeler à tous les Congolais que dans ce pays, depuis qu'il a existé, il y a eu une révolution. Et cette révolution, elle s'est passée en cette année-là. Il y a eu les événements du 13, 14, 15 août 1963. Ce n'était pas une révolution, c'était une insurrection populaire. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé en 91. C'est pour ça que la conférence nationale est un marqueur dans notre histoire politique, parce qu'à ce moment-là, il se passe une lutte politique qui va aboutir à la tenue de cette conférence. Les Congolais doivent s'en souvenir parce que celui qu'ils estiment invincible aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, que beaucoup de personnes s'avouent vaincues devant lui, estimant qu'ils ne peuvent rien contre lui, il faut leur rappeler que le même Sassou Nguesso avait été vaincu par les Congolais parce qu'il fait un témoignage dans son ouvrage le fleuve, le manguier et la souris. Il rappelle qu'il n'était pas favorable à la tenue de la conférence nationale. Lui avait engagé son parti dans une autre direction. Donc, le PCT a tenu des travaux en 2009. Ils sont arrivés jusqu'à l'adoption du multipartisme dans le Congo. Tout cela se passe avant la tenue de la conférence nationale. Donc, il essayait de prendre un chemin qui allait éviter la tenue de la conférence nationale. Mais les Congolais ont réussi à le contraindre, à l'amener à la conférence nationale, et ils sont arrivés à la conférence nationale, ils ont pris des dispositions
déclarant la conférence souveraine, ils ont pris des dispositions pour le dépouiller de l'essentiel de ses pouvoirs et le pays a pris une nouvelle direction. Donc, il est essentiel de rappeler cette conférence pour cette première raison, qu'on avait défait M. Sassou Nguesso malgré que c'était un parti unique. Ce n'était pas la situation actuelle. Aujourd'hui, c'est un parti unique de fait. À l'époque, c'était un parti unique de droit. Les droits qui sont reconnus aux Congolais aujourd'hui, les droits fondamentaux et les libertés qui leur sont reconnues aujourd'hui, n'existaient pas à l'époque, ne leur étaient pas reconnus. C'était un parti unique. Mais dans ce contexte particulièrement difficile et contraignant, les Congolais sont parvenus à mener des actions politiques décisives. Donc, c'est pour cette première raison qu'il faut reconnaître cela. Et puis, la suite, la conférence nationale a débouché sur une transition. Ensuite, un régime démocratique s'est installé, ce qui est un résultat de cette conférence. Et pour cette deuxième raison aussi, il faut commémorer cette date. Alors, généralement, on pose la question de savoir les succès ou les échecs, évidemment, de cette conférence nationale. Est-ce qu'on peut revenir sur les faiblesses de cette conférence nationale? On a abordé plus ou moins cet aspect avec vous. La principale faiblesse de la conférence, c'était le fait qu'elle ait été plus ou moins divertie à partir d'un certain moment. Il y a eu un travestissement parce qu'il était question de parler des problèmes de la nation, mais il y a eu la dérive vers la concentration sur un individu. Et je vous avais dit la dernière fois que lorsque M. Sassou Nguesso vient dire « j'assume », il avait totalement raison de ce point de vue parce qu'il parlait au nom de tous ses prédécesseurs et les mots que les Congolais décriaient à la conférence nationale, qu'on lui faisait porter à lui comme auteur des actes en question, lui n'était que l'héritier d'un système. Il n'avait pas inventé le monopartisme, il n'avait pas créé le PCT. Avant lui, Youlou s'était déjà aventuré dans le monopartisme, ce qui avait occasionné sa chute. Massamba Deba a poursuivi dans cette direction en créant dans un premier temps le CNR, ensuite le MNR, et Marien Ngouabi continue dans la même direction parce qu'il crée lui aussi d'abord le CNR, ensuite le PCT, et Sassou Nguesso n'était finalement que l'héritier de ce système-là. Bien entendu qu'il avait sa part de responsabilité parce qu'il est resté plus longtemps au pouvoir que tous les autres et même rassemblés parce qu'il est resté 13 ans au pouvoir alors que Marien Ngouabi, pour sa part, n'est resté que 9 ans. Et c'était celui qui était resté le plus longtemps au pouvoir avant Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso avait sa part de responsabilité. Mais quand il dit « j'assume », je répète qu'il est là dans une réalité historique. Il ne trafique pas les faits, il est dans la réalité historique. Alors, quand les Congolais font cette déviance, la conférence chez nous va durer finalement 4 mois, de février à juin. Alors qu'avant nous, il y avait eu une conférence qui avait eu lieu au Bénin. Et celle du Bénin avait duré de mémoire 9 jours. Chez nous, elle a duré 4 mois. Et donc, on était presque dans les 120 jours. Alors, pourquoi la conférence va durer aussi longtemps? Est-ce qu'on avait plus de sujets à traiter que les autres? On était arrivé aux indépendances au même moment que le Bénin. La conférence chez eux a lieu en 90 et chez nous, elle a lieu en 91. Chez eux, ça dure 9 jours. Chez nous, ça dure plusieurs mois. Est-ce qu'on avait plus de problèmes? Je n'en sais pas trop, mais toujours est-il qu'il faut relever qu'il y avait une particularité dans cette conférence, c'est que la logique du per diem était intervenue. Donc les participants à la conférence étaient payés. Et pour certains, le revenu journalier à la conférence
étaient 3 ou 4 fois supérieurs à leur revenu journalier au titre de leur salaire. Et ça va être une raison pour laquelle on va tergiverser à la conférence, parce que plus ça durait, plus on gagnait de l'argent. Il y a des gens qui, à l'issue de la conférence, ont eu beaucoup plus d'argent qu'ils n'auraient gagné en toute une année de service. Et donc, c'est l'une des déviances aussi. Mais toujours est-il qu'il faudrait rappeler aussi que dans la catharsis générale qu'il y a eu, des gens qui se sont défoulés sur la personne de M. Sassou Nguesso, la sociologie nous permet de savoir que c'était presque inévitable. Au Bénin, ça avait commencé, il avait fallu l'autorité de ceux qui dirigeaient la conférence pour contenir les participants, mais ça va de soi que lorsque le peuple a une liberté nouvelle, il essaie, comme c'est connu, d'en abuser. Et à la conférence, ça s'est passé un peu comme dans les États généraux en France en 1789, où pour la première fois, les Français avaient l'occasion de critiquer le roi qui jusque-là était présenté comme l'héritier de Dieu sur terre. Alors, de toucher à la sacralité, ça donnait un certain plaisir aux gens. De la même façon au Congo, de pouvoir enfin parler du chef de l'État, qui que ce soit qui ait été à cet endroit, un autre que M. Sassou Nguesso, les critiques auraient été les mêmes. Et donc la conférence a connu un peu cette dérive. Vous avez longtemps insisté sur le temps qu'a pris d'ailleurs cette conférence nationale, mais aussi le système apparemment. Je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est le système qui a été en fait dénoncé, critiqué, alors que le système, on peut regarder ce qui se passe par exemple en Corée du Nord, on peut parler de la Chine, il y a un système, mais pour autant, les dérives ne sont pas les mêmes. Et ce que moi j'ai cru comprendre sur cette conférence nationale, c'est qu'on était en train de dénoncer les dérives, la confiscation des libertés, des droits et libertés des Congolais. Vous l'avez dit. Dès lors, c'est comme de l'eau en fait qu'on empêche le passage. À un moment donné, ça s'accumule et puis il y a un débordement qui se fait. Est-ce que ce ne sont pas beaucoup plus les dérives de ce PCT, c'est-à-dire le parti, comme on l'appelait, c'était le monopartisme, le parti au pouvoir est une chose, mais les dérives de Denis Sassou Nguesso d'abord, parce qu'on a parlé quand même de ses crimes, de ses malversations financières, il y a eu trop de dérives, et puisque cela avait été contenu pendant des années, que les Congolais ne pouvaient pas s'exprimer, et dès qu'ils ont eu l'occasion, évidemment, ils se sont défoulés sur, bon là encore le terme, on peut se le permettre, sur celui qui avait les manettes, bien entendu. Est-ce que réellement c'est le système qui a posé problème, ou ce sont les dérives de ce système? Je dirais les deux, à la fois le système et le gestionnaire du système. On ne peut pas faire l'économie d'analyser le bilan individuel de celui qui est aux responsabilités dans un type de système donné sans pour autant biaiser sa réflexion. En Union soviétique, il y a eu le système des apparatchiks qui avait commencé avec Lénine lui-même, qui déjà en 1924 voulait réformer son système parce qu'il considérait qu'il avait commis des erreurs, notamment dans le choix idéologique, qu'il y avait des choses dans le marxisme qui tenaient sur papier, mais que dans la réalité, cela se traduisait par exemple par un excès de violence contre les populations. Lénine s'était rendu compte déjà que le marxisme est un système qui génère automatiquement de la violence contre l'individu alors qu'il promeut le bien-être du même individu en faisant un homme nouveau. Et il avait voulu changer les choses. Le soviétisme a poursuivi son histoire avec des tentatives successives de réformes. Khrouchtchev a voulu faire ses réformes, Brejnev l'en a empêché et a ralenti le système, Andropov a voulu faire ces changements-là. Il est mort parce qu'il n'est pas resté longtemps au pouvoir, il était arrivé très vieux déjà, je pense qu'il avait 84 ans. C'est finalement Gorbatchev qui va faire
ce que Lénine, Khrouchtchev et Andropov avaient voulu entamer comme réforme et ça s'est terminé par la dislocation de l'ex-Union soviétique. Alors, est-ce que Gorbatchev n'avait pas de part de responsabilité personnelle? On voit la différence. Quand Gorbatchev est au pouvoir, Gorbatchev refuse d'utiliser la violence aveugle. Il était l'héritier d'un système, mais il refuse d'utiliser la violence aveugle. Dans le cas du Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso était lui aussi l'héritier d'un système. Pour certains, il aura été plus violent que ses prédécesseurs. Pour d'autres, il était dans la logique d'un système de violence parce que c'est avant son avènement au pouvoir qu'on dit le pouvoir se trouve au bout du fusil. C'était la devise d'un système. Et lorsqu'on est l'héritier de ce système, qu'on arrive au pouvoir dans des circonstances où la violence est le facteur déterminant pour la conquête du pouvoir, évidemment qu'on va s'en servir. N'oubliez pas qu'après la mort de Marien Ngouabi, il gardera le ministère de la Défense. Or, les forces armées étaient justement, avec la milice à l'époque, le principal vecteur de la force et de la violence dans la société. Mais lui gardera ce ministère. Jean-Pierre Tister-Chikaya explique que le 5 février, lorsque M. Yombi Opango est exclu du parti, c'est lui qui devient le président du comité central. Et Sassou Nguesso n'est pas président du comité central à ce moment-là. Il y a une réunion qui doit avoir lieu le 7 février, au cours de laquelle on devra désigner le secrétaire, le président du comité central et le président du comité préparatoire du congrès qui aurait lieu. Mais dans l'intervalle entre le 5 et le 7, donc en particulier le 6 et le 7, des paracommandos, des bérets rouges, donc l'unité que M. Sassou Nguesso avait commandée antérieurement, défilent dans Brazzaville, armes à la main, en chantant Tembena Sassou Mabe, ce qui était un message pour ceux qui allaient participer à la réunion du comité central et à l'élection du prochain président du comité central. Et Jean-Pierre Tister-Chikaya, finalement, déclinera à la continuation de la présidence du comité central et laissera M. Sassou Nguesso prendre la présidence du comité central et du comité préparatoire dans ces termes. Donc, il a écrit dans son ouvrage l'itinéraire d'un Africain vers la démocratie. Et j'ai personnellement discuté de ces événements avec lui, dans lesquels il m'a donné plus de détails. Et donc, le personnage, Monsieur Sassou Nguesso, pour revenir à votre question, sa part de responsabilité, oui, comme tous les dirigeants avant lui et après lui avaient sa part de responsabilité. Cependant, je ferai quand même un bémol. Je n'irai pas jusqu'à comparer ce que le peuple congolais a vécu sous ce système avec ce qui s'est fait en Corée du Nord ou en Chine du temps du maoïsme culturel. Oui, Maître, moi, je reviens un peu sur les violences, puisque vous en avez parlé, et sur les lacunes, s'il faut appeler ça comme ça, ou les échecs de cette conférence nationale, où d'aucuns pensent que c'est la plus grave erreur ou le plus grand échec de cette conférence nationale a été de laisser Denis Sassou Nguesso libre malgré les crimes, des assassinats politiques qui avaient été relevés par cette conférence nationale. J'aime à rappeler l'acte 284 qui le rend responsable de plus de 3000 assassinats politiques. Et tout à l'heure, vous évoquiez le principe du Parti congolais du travail, le pouvoir au bout du fusil, mais je veux aussi indiquer qu'il n'avait pas été dit la conservation du pouvoir par les armes ou par les fusils. Et j'estime et je pense que c'est deux concepts différents. Conquérir le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir au bout du fusil,
conserver le pouvoir par les armes, c'est deux choses tout à fait différentes. Si vous voyez la différence, moi non. Oui, j'en arrive. Parce que il arrive que les gens prennent le pouvoir par les armes, comme l'a fait d'ailleurs, l'a refait Denis Sassou Nguesso, euh, ce qui est à condamner d'ailleurs, parce que c'est une violation de la Constitution. Mais encore conserver le pouvoir par les armes, c'est une logique beaucoup plus dangereuse parce qu'à ce moment-là, on va se mettre à assassiner tout le monde, tous ceux qui oseraient s'opposer à ce pouvoir. Et c'est ce que Denis Sassou Nguesso fait tout le temps. L'élimination physique des opposants, l'élimination physique de tous ceux qui s'opposent à son pouvoir pour continuer à le conserver. Et donc, je reviens sur la question, que pensez-vous de ceux qui disent que le plus grand échec de cette conférence nationale a été de laisser, évidemment, Denis Sassou Nguesso libre alors qu'il était temps qu'il réponde, évidemment, de ses crimes. Vous savez, la conférence nationale en elle-même, pour ceux qui considèrent euh, que c'était un échec, ce n'est pas mon point de vue. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'était un moment, non pas, c'était un moment qu'il ne faudrait pas simplifier. Euh, Dans les coulisses, je vous parlais de mon admiration pour Edgar Morin, le philosophe qui vient de mourir, qui est reconnu mondialement comme le philosophe de la complexité. Il faudrait intégrer l'analyse de ces événements dans la complexité et s'abstenir de toute simplification. Monsieur Sassou Nguesso au pouvoir pendant la conférence nationale, humainement, était excédé par ce qui se disait de lui à la conférence nationale. Et il faut rappeler que c'est un jeune homme à l'époque aussi. Il est dans la quarantaine. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait jamais vécu une telle chose, qui avait connu le pouvoir absolu, et puis du jour au lendemain se retrouvait avec des gens qui venait dire que c'était mon locataire, il est parti sans payer de loyer, ainsi de suite. D'autres disaient j'étais son maître de karaté ou je ne sais quoi. Il y avait des choses pareilles et il y en a qui sont venus dire qui boiraient du sang, des choses pareilles. Alors, ce jeune homme, devant ses excès, sera tenté par la démission. Et il y avait même des gens qui voulaient qu'il démissionnât aussi. C'est Monseigneur Combo qui va jouer les équilibristes, qui dira il ne faut pas le pousser jusqu'à la démission parce que ça peut engendrer des problèmes beaucoup plus graves dans le pays. À partir du moment où vous avez un Premier ministre qui a tous les pouvoirs, donc le Premier ministre André Milongo, dès lors qu'on va donner tous les pouvoirs à André Milongo, si vous avez la démission de M. Sassou Nguesso et suivant la conférence nationale, il y avait une forte probabilité que si un président devrait être élu, ça aurait pu être Pascal Lissouba ou André Milongo, quelque chose dans le genre dans un pays où il y avait eu avant ce qu'on avait appelé l'obimitrie. Et donc, je pense que c'est la bourgeoisie ethnique, Oligarchie, voilà, c'est ça. Obimitrie, bureaucratique, militaire, bureaucratie quelque chose dans le militaire, genre. oui. Voilà. Donc, il y avait eu l'obimitrie qui avait donné la part belle du pouvoir non seulement à la partie nord du pays, mais à une tribu en particulier. La démission de Sassou Nguesso à ce moment-là aurait pu entraîner le déchirement de la nation et il fallait éviter cela. C'est Monseigneur Combo, dans sa sagesse spirituelle et religieuse, qui va maintenir ces équilibres, qui sera le soutien moral de M. Sassou Nguesso en ce qu'il demeura le chef de l'État dans ces circonstances difficiles, parce que aucun Congolais n'était préparé à cette situation. Lui s'est trouvé dans cette position-là et moi, je distingue toujours la lecture des faits qui ont suivi l'année 1997 ou qui ont suivi
l'année 1992 de ce qui s'est passé à partir de 1990. Donc, de 1990 à 1991, la fin de la conférence nationale, c'est une phase de l'histoire qu'il ne faut pas mélanger avec les autres et qu'il ne faudrait pas lire à la lueur des événements qui ont suivi. Il faut se mettre dans ce contexte-là. Et quand vous vous mettez dans ce contexte, si vous ne tenez pas compte de ce qui s'est passé après 1992, le 10 juin 1991, il y a la liesse au Congo parce que nous avons un président de la République à qui l'on a reproché beaucoup de choses, mais la sagesse nous a dit qu'il ne faut pas le déchoir de ses fonctions. Nous avons un Premier ministre nouvellement arrivé aux fonctions à qui on a donné beaucoup de responsabilités, mais on ne lui donne pas tous les pouvoirs non plus. Donc, il y a cet équilibre des pouvoirs auxquels les Congolais parviennent et ils sont satisfaits de cela. Donc, venir après le 10 juin 1991, dire que les Congolais avaient tort ce jour-là d'être heureux, c'est vouloir réécrire l'histoire à la lueur des événements qui ont suivi. Mais à cette date-là, les Congolais étaient heureux et c'était une bonne chose. Oui, évidemment. Est-ce que ce n'était pas là une illusion, la liesse dont vous faites état? Les Congolais étaient heureux de savoir que désormais il y avait un Premier ministre élu démocratiquement, un président à qui on avait dépouillé un certain nombre de responsabilités. Évidemment, nombreux pensent que Denis Sassou Nguesso, et d'ailleurs, à un moment donné, il a même osé dire que c'est lui qui avait permis la tenue de la conférence nationale, alors qu'il avait été mis en minorité et en difficulté d'ailleurs, puisqu'il est arrivé à un moment où il a voulu même envoyer l'armée pour arrêter tous les conférenciers. Je ne sais pas si vous êtes informé. Et malheureusement, il n'avait plus ces pouvoirs-là. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso était totalement dépouillé. Et c'était le moment, évidemment, de mettre la main sur lui. Dès lors qu'il avait commis des assassinats, puisqu'il y a eu une commission assassinat qui a ressassé tous ces crimes. Et dans un pays, quand la loi n'est pas appliquée, évidemment, on retombe, tel que le Congo est retombé là. Le fait de l'avoir laissé libre, voilà, il est revenu avec les armes en 1997. Alors, s'il pouvait faire quelque chose, s'il avait encore la possibilité de faire quelque chose, je parie ma tête, Denis Sassou Nguesso pouvait arrêter tous les conférenciers. Et déjà, il était dans cette logique, mais malheureusement, il n'avait plus ce pouvoir-là. La preuve, il est même sorti en catimini du Congo, curieusement. Ça veut dire que c'est là où je dis, mais finalement, est-ce que réellement, parce que moi je partage cet avis, hein, pour ceux qui pensent que le fait d'avoir laissé Denis Sassou Nguesso libre, ou tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont cru que Sassou c'était l'homme le plus fort, il ne faut pas le toucher, si vous le touchez, c'est la lune qui va tomber, c'est le ciel qui tombera, je crois que ça a été, c'était irresponsable, je mets ça encore entre guillemets, bon, j'assume ce que je dis, parce que si Sassou avait été arrêté, le Congo ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui, à ce que je sache. Bon, après, on peut tout dire de Denis Sassou Nguesso. Si on l'avait attrapé, le Congo allait brûler. Bah, tout ça, c'est des arguments qu'on avance. Bon, encore, il faut les évaluer. Mais bref, alors, s'il faut parler des succès de cette conférence nationale, maître. Mais avant d'aller au succès, il faudrait que je commente ce que vous venez Je de vous en prie, oui. présenter. Bah, Euh, bah, je donnais là mon point de vue sur voilà, Sassou Nguesso qui n'a oui, pas été arrêté. ce point de vue, il serait peut-être bien séant de le mariner un peu ou de le mettre en face de certaines expériences étrangères. Dans le Mali de Moussa Traoré, la conférence nationale s'est passée comme chez nous et il y a eu beaucoup de faits qui ont été reprochés à ce président, lui aussi héritier d'un système marxiste. Partout dans le monde, le marxisme a produit des violences. Donc, dire qu'un dirigeant marxiste a commis des violences, c'est un euphémisme. Partout, ça a été le cas. Il n'y a pas un régime marxiste nulle part dans le monde qui n'a pas brillé par la violence parce que c'est le système qui est comme ça. Le marxisme génère la violence. Moussa Traoré a été arrêté et jugé au Mali.
ça n'a pas empêché le Mali de connaître la trajectoire trouble que nous connaissons et d'être aujourd'hui dans les mains d'une junte. Pourtant, l'on avait pensé qu'en arrêtant Moussa Traoré, en le jugeant, on tenait à ce moment le génie dans la bouteille. Et pourtant, les faits nous révèlent le contraire. Revenons au Bénin. Le Bénin a connu la conférence nationale. Au lendemain de la conférence nationale, les Béninois ont fait exactement le même choix que les Congolais. Ils n'ont pas arrêté Mathieu Kérékou, qui lui aussi était à la tête d'un régime marxiste, qui lui aussi avait des cadavres dans les placards. Mais les Béninois ont fait le choix de ne pas procéder à son arrestation. Mathieu Kérékou a participé à l'élection de 1991. Il a perdu. Sassou Nguesso a participé à l'élection de 1992, il a perdu. Mathieu Kérékou est revenu au pouvoir à l'élection de 1996. Donc après 5 ans de traversée du désert, le peuple béninois a estimé, et il y a eu une phrase de Sassou Nguesso dans son discours de J'assume, qui pour moi figure parmi les meilleurs de l'histoire politique de notre pays, mais qui ne présage de rien sur ce qui a suivi et sur ses agissements ultérieurs. Mais à ce moment, parce que nous analysons une période spécifique de l'histoire de notre pays, dans ce discours, il dit une phrase, il dit « Les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie ». C'est ce que les Béninois vont vivre. Ils avaient souhaité le changement. Nicéphore Soglo avait porté leurs espoirs. Ils l'ont élu. Pendant 5 ans, les Béninois avaient estimé que les performances de Soglo étaient en deçà de ce que avait fait Kérékou antérieurement. À l'élection de 96, ils ont ramené Mathieu Kérékou au pouvoir par les urnes. Et nous avons vu dernièrement l'arrivée de Badani, le nouveau président du Bénin, Romuald Badani, élu à 49 ans, et il est le 5e président de l'histoire du Bénin depuis la conférence nationale. Personne ne s'est cramponné au pouvoir, chacun a fait ses 2 mandats quand il avait été réélu. Le premier président n'a pas été réélu, il a accepté sa défaite, il a passé la main. Ceux qui ont suivi ont tous eu 2 mandats. À la fin de leur mandat, ils n'ont pas modifié la Constitution, ils sont partis. L'histoire du Congo aurait aussi pu être une histoire aussi romantique. Seulement qu'il est arrivé 1997 où M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes plutôt que par les urnes. Pourtant, jusqu'au mois de mai, on avait l'impression que tout le monde était prêt pour aller à l'élection. Les dates avaient été annoncées. Le 4 mai, Pascal Lissouba avait annoncé la tenue du premier tour de mémoire. Je crois que c'était le 27 juillet 1997 et l'éventuel deuxième tour devrait avoir lieu le 10 août 1997. Autant Sassou Nguesso que Pascal Lissouba avaient tous les deux publié des ouvrages en vue de cette élection. Et les conditions semblaient être réunies pour aller à l'élection. L'histoire du Congo a bifurqué à ce moment-là. On n'a pas suivi la même trajectoire que le Bénin, mais dire que l'arrestation d'un homme aurait été une panacée pour nous, il faut être devin pour l'affirmer. Oui, mais évidemment, tout à l'heure, vous parlez de Mathieu Kérékou et des autres leaders, bien entendu. Bon, après, on nous dira que comparaison n'est pas raison. La preuve, c'est que de l'autre côté, Kérékou a permis donc que la démocratie s'installe jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est tout le monde qui félicite le Bénin. Et voilà, Sassou Nguesso, le fait d'avoir voilà, bénéficié de cette liberté, j'allais dire complaisante d'ailleurs, est revenu par les armes parce que rien ne justifie qu'il revienne par les armes. Mais encore qu'il soit revenu par les armes, ses parrains lui ont demandé d'apaiser le pays, de remettre le pays sur les rails, de repartir sur les bases, comme qui dirait, disons, de la Constitution de 92, je dis bien.
ce qu'il n'a jamais fait. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso a toujours des intentions. Bon, je ne vais pas lui faire un procès d'intention ici, mais tout le monde sait désormais qui est Denis Sassou Nguesso. Donc, si les matières qui recours ont été un peu beaucoup plus souples avec, disons, leur population, ce n'est pas le cas pour Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi moi je pense le fait d'avoir laissé Denis Sassou Nguesso libre, voilà aujourd'hui tous les Congolais payent ce qu'est Monsieur Denis Sassou Perrin, Nguesso. Et donc, bon, mais Monsieur c'est Perrin, discutable dans tous les cas. et Oui, oui, je vous disais que les violences au Congo ont commencé depuis l'abbé Fulbert Yulu. L'abbé Fulbert Yulu a été le premier à opérer un coup d'État au Congo. Moi, je l'ai dit plus d'une fois sur votre plateau, j'accable M. Sassou Nguesso du fait de détruire la société, de démanteler l'État, d'être un agent de désordre constitutionnel. On ne peut pas être plus dur que M. Sassou Nguesso, on ne peut pas être plus dur dans les propos que je tiens à son endroit que ce que j'ai avancé là. Cependant, il ne faudrait pas être aveugle de l'histoire de notre pays, parce que si vous voulez conjurer un mal, il faudrait le saisir dans sa quintessence. Il ne faudrait pas faire d'erreur de diagnostic. La violence au Congo a commencé bien avant que M. Sassou Nguesso ne soit président de la République. J'insiste encore pour dire, parce que c'est plus virulent, je ne dirais même pas adversaire. Certains de ses ennemis diront qu'il est l'alpha et l'oméga du mal au Congo. Mais lorsque M. Yulu fait le coup d'État et devient président de la République, M. Sassou Nguesso est mineur à cette époque-là. M. Yulu devient président de la République, il n'est élu par personne. Il n'est pas allé dans une élection au suffrage universel. Il devient président de la République avant que le Congo ne devienne indépendant. Donc c'est juste un jeu de mots. C'est une loi qu'il fait adopter par une assemblée qui lui est acquise, dans laquelle il dit que désormais le Premier ministre devient président de la République à l'accession du Congo à l'indépendance. Ça, c'est un phénomène dont on a parlé en comparaison avec la Guinée équatoriale. Lorsque le colon se retire en Guinée équatoriale, il y a un gouverneur provisoire, mais ils organisent une élection pour permettre aux Équato-Guinéens de choisir leur prochain président. Et le président de la République n'était pas le gouverneur provisoire, c'était Macias Nguema qui était un opposant au gouverneur de l'époque. Donc, le peuple équato-guinéen amène au pouvoir quelqu'un qui ne l'avait jamais exercé. Quand les Français se retirent en 1960, ils n'organisent pas une élection. Ils complotent avec Yulu et imposent Yulu comme président de la République plutôt que d'organiser une élection libre et transparente à ce moment-là. Lorsque ce phénomène se produit en Angola en 1975, que les Portugais se retirent, accordent l'indépendance à l'Angola, mais imposent Agostinho Neto comme président de l'Angola sans passer par les élections. Ça a déclenché la guerre civile en Angola qui a duré 27 ans. Savimbi et Holden Roberto, qui étaient des dirigeants politiques, n'acceptent pas cette situation. Donc, le premier coup d'État au Congo intervient avec l'abbé Fulbert Yulu, avec la complicité de la France à ce moment-là. À partir de ce moment, le Congo s'est inscrit dans une logique de violence politique. Devenu président de la République, Yulu voudra instaurer un parti unique. Donc, la violence, parce que le parti unique égale violence. Vous privez les gens de leur liberté et de leurs droits fondamentaux. C'est la violence. Massamba Deba arrive, lui aussi installe un parti unique. C'est la violence. Nos anciens, nos parents qui ont vécu à l'époque de la Géménère vous diront ce que c'était la Géménère. C'était beaucoup de violence. La Géménère, c'est des gens qui venaient dans votre maison régler les problèmes de ménage par la violence. Et c'était une période de notre histoire. Ngouabi arrive au pouvoir, crée le PCT. Vous avez parlé de la Corée du Nord tout à l'heure, mais le PCT, c'est quoi? C'est une importation d'appellation parce que c'est le Parti coréen du travail
qui, dans la paresse intellectuelle des Congolais, vont appeler leur Parti congolais du travail. Donc, c'est la logique de la Corée du Nord qui est un système violent. Et Sassou Nguesso est l'héritier de cela. J'insiste encore pour dire, je ne l'exonère pas de ses responsabilités. Il en a beaucoup, elles sont grandes. Mais il faut lire l'histoire de notre pays avec la réalité des faits tels qu'ils sont. Évidemment, lire l'histoire du Congo avec la réalité des faits tels qu'ils sont, vous dites, mais c'est vrai que la violence, après, il faut le dire, évidemment, ça existe un peu partout, mais il y en a. Avec Sassou Nguesso, il est venu exacerber la violence au Congo. Et la violence chez Sassou, c'est même son mode opératoire, c'est sa vie, c'est sa respiration, c'est l'air qu'il respire, les crimes. Ça, on peut le démontrer. Sassou revient au pouvoir. Après, on peut lire toute son histoire. Personne ne J'en arrive. conteste sa J'en violence. arrive, Personne ne évidemment. conteste sa violence. Tout le monde connaît Sassou et de quoi il est capable parce que finalement, oui, on rappelle ici, Youlou a fait un coup d'État, comme on le dirait d'ailleurs, De Gaulle aussi avait fait un coup d'État. Mais moi, je m'en tiens à la loi. Quand quelqu'un a commis, il faut l'arrêter. Il doit répondre de ses crimes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on peut nous démontrer que, bon, si on avait arrêté Sassou Nguesso, ce serait une erreur. Non, pourquoi? C'est une personne, c'est un mortel, c'est un Personne justiciable. n'a dit, Donc il fallait Monsieur Perrin, l'arrêter pour avoir commis plus de 3000 assassinats, c'était déjà trop. Ça ne s'est pas arrêté là, il y a eu des malversations financières. Permettez le terme, il n'est pas approprié, mais il a déconné à tous les niveaux. Et quand vous dites, si on l'avait arrêté, ça aurait dégénéré, bon, après, je ne comprends pas. Ça, c'est là où moi, je ne comprends pas. Monsieur Perrin, Enfin, je peux le dire comme ça. Ça, je ne comprends pas ça. Monsieur, Monsieur Perrin, je n'ai pas participé à la conférence nationale, Oui. je n'étais pas parmi les décideurs. Je vous ai rappelé que c'était l'opinion de Monseigneur Kombo qui a Mhm. pesé sur les débats, qui a Oui. apaisé les esprits et les a conduits vers une solution qui lui semblait la meilleure à l'époque. Et les Congolais étaient sortis dans les rues en liesse, ils étaient contents des résultats de la conférence nationale. Et j'insiste encore pour dire qu'il ne faut pas lire les événements de la conférence nationale avec la lentille des événements qui ont suivi, des événements malheureux, et même excessivement malheureux qui ont suivi dans notre pays. Quand Maître, vous je vais vous poser une parlez petite de question, la si vous me le nécessité, permettez. Juste une question oui, d'insert. Si vous étiez à la place du Monseigneur Kombo ou à la place du professeur Pascal Issouba, et qu'on vous avait demandé d'arrêter Sassou Nguesso avec tout ce qu'il venait déjà de commettre, qu'aurait été votre réaction? vous me mettez dans le film Retour vers le futur, où quelqu'un s'est retrouvé plus âgé que ses parents dans le film et a vu agir ses parents. Donc, je ne vais pas jouer à cela, puisqu'on mettra, avec un si on mettrait Paris dans la bouteille, vous le savez. Mais parlons de ce que vous appelez impunité. Oui. Plus d'une fois sur votre plateau, on a abordé cet aspect de l'application rigoureuse de la loi. Vous êtes partisan de cette solution, pensant que lorsque les gens ont commis, nécessairement, il faut appliquer la loi à la lettre, les arrêter, les juger, les condamner, et ainsi de suite. L'avocat que je suis fait la différence entre la loi et la justice. Il y a des lois injustes et la justice ne passe pas toujours par la loi. L'avocat qui était Nelson Mandela avait conscience de tout ce qui s'était passé en Afrique du Sud, de tous les crimes commis par le régime de l'apartheid. Dans ce régime de l'apartheid, par exemple, on avait procédé à la neutralisation de la fécondité des femmes par voie chimique et quelquefois par voie technique, donc chirurgicale. Quand une femme noire accouchait en Afrique du Sud, on lui bouchait les trompes pour empêcher qu'elle soit de nouveau enceinte. Et il y avait même des boissons. Il y a un docteur qui était à la tête de cette recherche qui a fait ses aveux dans la commission Vérité et Réconciliation. Il y avait des boissons qui étaient vendues dans les zones, majoritairement peuplées par les Noirs,
qui avait des effets stérilisants sur les hommes. Vous preniez ces bières et vous perdiez votre capacité de procréer. Alors, ces crimes ont été commis. Nelson Mandela était au courant de cela. Il était au courant des crimes de sang aussi qui avaient été commis. Ça n'a pas empêché qu'à sa libération, c'est avec Frédéric de Klerk qu'il a travaillé et il a appelé les Sud-Africains à fonder une nation arc-en-ciel. Donc, quand vous parlez de l'application de la loi, les experts de l'application de la loi vous rappelleront toujours que la loi et la justice, ce n'est pas la même chose. Il y a des lois qui sont injustes et la justice ne passe pas toujours par la loi. La justice est un procédé complexe et ça rappelle encore le philosophe de la complexité, Edgar Morin. Oui, moi, ça me rappelle un peu Barack Obama qui disait il faut des institutions fortes. Et parmi les institutions fortes, c'est la justice. Plus la loi est appliquée, il y a l'ordre dans la nation, dans le pays, et puis voilà. Et la loi doit être au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que moi je pense en fait. Après, chacun est libre de ce qu'il peut aussi en dire. Alors, maître, on va avancer parce que là, nous sommes presque à 10 Je suis minutes de d'accord fin. pour avancer, oui. Merci. Alors, après donc son coup d'État militaire de juin, je reste un peu une parenthèse, hein, enfin, j'ouvre une parenthèse à ce niveau-là, de juin 97, ses parrains, donc Jacques Chirac, ancien président français, et ensuite il y a eu aussi François Hollande lorsque Denis Sassou Nguesso a fait son coup d'État constitutionnel hein, en 2015. Alors, donc, ses parents lui avaient demandé de mettre en place des mécanismes durables pour apaiser les tensions politiques et ethniques, ce que Denis Sassou Nguesso n'a pas pu faire, ni en fait n'a pas réussi, ou peut-être que c'est une volonté de vouloir se maintenir au pouvoir. Bah, il n'a voulu rien savoir jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes le 10 juin 2026. Et je rappelais d'entrée de jeu que le Congo n'a plus jamais réussi, c'est-à-dire n'est plus jamais reparti à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, qui faites partie de l'opposition, de mobiliser les Congolais pour une résistance comme cela est indiqué dans le dernier alinéa de la Constitution de 1992? Oui, avant d'aller vers ces moyens qui sont mis à la disposition du peuple congolais, je pense avoir accepté trop rapidement qu'on changeait de sujet parce que sur la conférence nationale, je pense qu'il faudrait quand même insister sur ses bienfaits avant qu'on ne passe à autre chose, Oui, je sur vous ses posais bienfaits. évidemment la question sur les succès de cette conférence et c'est bien fait, bien sûr. D'accord. Donc, les succès de cette conférence et aussi une dernière phrase sur les aspects de justice. Le Congo ne doit pas oublier son histoire. La guerre de 1997 que vous évoquez, qui a abouti à un coup d'État, a commencé par une provocation. Et vous vous en souvenez. Les gens sont allés dans l'application de la loi procéder à l'arrestation des personnes qui étaient supposées ou soupçonnées d'avoir commis des actes criminels dans la partie nord de Brazzaville, donc occasionné la mort au total de 5 personnes. Et ces personnes soupçonnées se réfugiaient chez M. Sassou Nguesso. Lorsqu'on a appliqué la loi, qu'on est allé procéder à leur arrestation, ça a été le facteur déclencheur des événements de 1997. Ça, je le signalais juste concernant l'application de la loi. Il y a, en ce qui concerne cette application, des aspects de temps et d'espace. On Et n'est dans le pas même temps, sans toujours... vous couper, maître, pardon, pardonnez-moi, c'est que pendant que vous évoquez cet élément-là, je voudrais également insérer un autre, peut-être qu'on va se comprendre, c'est que je disais tout à l'heure, l'erreur a été de laisser Denis Sassou Nguesso libre sans l'arrêter. C'est qu'il a eu tout le temps de sortir par des voies détournées. Il est sorti du Congo clandestinement. Et la plus grande erreur, c'est de l'avoir laissé aussi revenir au Congo par la grande porte, parce qu'il était déjà allé préparer son coup d'État militaire. Et donc, quand il est rentré,
Il n'était plus le Sassou Nguesso qu'on venait de démettre ou alors de dépouiller par la conférence nationale. C'était à ce moment-là qu'il fallait l'arrêter. Or, on l'a laissé sortir. Après, il est revenu par la grande porte. Il était déjà, comme qui dirait, blindé. Il avait déjà ses moyens. Et là, il est rentré pour commencer à faire des provocations. Et dont vous parlez là, ceux qui sont allés assassiner les agents des services de l'ordre en mission dans le nord du pays, la partie nord du pays. Et ces personnes, curieusement, étaient protégées par Denis Sassou Nguesso. Et là, moi, je reviens sur la loi, je reste ferme sur la loi. Ces gens-là, il fallait les arrêter. Et là, Sassou Monsieur Nguesso est Perrin, sorti pour dire qu'on est allé déranger son sommet. Non, je voulais mettre ce petit détail parce que et généralement, voilà, après on va vous passer à avez tout à côté, fait on va tomber raison. dans le mensonge voilà, des vainqueurs. Non, nous sommes en train de parler de l'histoire de notre pays. On Merci. restitue les faits tels qu'ils se sont passés Voilà. et c'est tout à votre honneur de rappeler certains éléments que vous considérez comme factuels et indiscutables qui contribuent à l'analyse. Dans tous les cas, vous et moi sommes en train plus ou moins de réécrire l'histoire. Vous portez un jugement sur Monsieur Pascal Lissouba, qui, de mon point de vue, avait eu le comportement honorable, se comportait conformément à ce qui avait été dit à la conférence nationale. À la conférence nationale, Jean-Pierre Tister-Chikaya disait plus jamais cela, plus jamais les pouvoirs qui planifient la mort de l'autre. Pascal Lissouba refusait de planifier la mort de M. Sassou Nguesso. Au contraire, quand M. Sassou Nguesso rentre au Congo en janvier 1997, dans une démocratie qui fonctionne normalement, M. Pascal Lissouba envoie son ministre des Transports présenter les honneurs à l'ancien chef d'État en l'accueillant à l'aéroport comme il se devait. Donc, M. Sassou Nguesso est accueilli dans une logique républicaine et raccompagné à son domicile. Et puisque cela permet de dire ce qu'il y avait de bon ou les résultats positifs de la conférence nationale, c'est cet esprit républicain qui était né à la conférence nationale. Quelqu'un pouvait cesser d'être chef d'État sans pour autant devenir une sorte de paria pour le reste de la communauté nationale ou être exposé à un harcèlement continu de la part du nouveau pouvoir. Donc, M. Sassou Nguesso rentre au Congo et est accueilli en tant qu'ancien chef d'État. Parmi les bienfaits de cette période politique, c'est d'abord le grand succès d'avoir organisé la conférence nationale sans verser une seule goutte de sang. Aucun Congolais n'est mort à ce moment-là. Oui, parce Nous qu'il avons il réservait des tonneaux de sang après, en 97. C'est votre opinion, mais je vous rappelle les faits, pas mon opinion, mais les faits. Merci Donc, beaucoup. aucune goutte de sang n'avait été versée. Oui. Euh, il y a eu un rééquilibrage des pouvoirs en faveur d'un Premier ministre qui était élu et qui a eu la quasi-totalité des pouvoirs de l'État. Les Congolais ont réussi à dissoudre l'Assemblée nationale populaire à l'époque pour créer le Conseil national supérieur, je pense que ça s'appelait, le CNS, donc qui remplace cette Assemblée nationale. C'est une autre victoire pour les Congolais. La transition a eu lieu pendant une année. Il n'y a eu aucun mort, aucun événement fâcheux dans le pays. C'est un autre élément. L'élection a lieu en Il y a eu une tentative de 1992. coup d'État. La tentative de coup d'État dont vous parlez, les Congolais savent qu'il y a eu un événement à ce moment-là. Je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à des livres d'histoire dans lesquels on restitue ces faits de façon exacte ou encore un documentaire où les gens en parlent. Si vous en avez, vous me donnerez cette information, mais je sais qu'il y a eu une rumeur dans ce sens. Il y a eu une élection en 1992 dans laquelle l'ancien chef d'État a participé et les Congolais l'ont désavoué. Ils ont choisi un autre président de la République.
le nouveau régime s'est installé et la démocratie a commencé à vivre au Congo. Lorsque le président de la République nomme un premier ministre et qu'il y a un changement de majorité à l'Assemblée nationale, cette nouvelle majorité lui réclame la désignation d'un premier ministre issu de la majorité, tel que le disait la Constitution de l'époque. Et le président de la République, lui aussi, se conforme à la Constitution et dissout l'Assemblée nationale. Et donc là, on voit que les Congolais étaient en train de faire vivre leur démocratie. Ils utilisaient les moyens de la démocratie pour avancer, pour régler les problèmes. Malheureusement, en 93, c'est l'une des choses qu'il faudrait certainement noter dans ce jeu d'acteurs. Il y aura du côté de Bakongo des mouvements de protestation qui seront des mouvements qui connaîtront la mort d'un certain nombre d'individus. Et le sang coule pour la première fois dans ce régime qui avait bien commencé. Mais ça, on ne peut pas le mettre sur le compte de la conférence nationale. La conférence nationale a donné tout le bien qu'elle pouvait donner au Congo. Elle a fait émerger un régime démocratique qui est né en 1992. Donc, la suite des événements est à relativiser. Sur la question de savoir qu'est-ce qui fait que l'opposition d'aujourd'hui ne parvient pas à mobiliser les Congolais, soit dans le sens de la désobéissance civile ou encore de la résistance. En ce qui concerne les patriotes, nous avons fait le choix des moyens non violents. La résistance a un aspect de non-violence et il y a la résistance violente aussi. Dans l'aspect de la résistance non violente, nous faisons la résistance intellectuelle. Nous refusons le statu quo, nous refusons le fait accompli. Les choses telles qu'elles nous sont présentées, nous présentons des contre-vérités, nous présentons une autre version des faits. Nous n'acceptons par exemple pas lorsque M. Sassou Nguesso se présente comme ayant été élu à 94% et qu'il rassemble dans un stade des comparses rémunérés pour donner l'impression, pour figurer comme le peuple congolais qui l'aurait plébiscité. Nous disons sur votre plateau que tout cela est faux et que ce n'était qu'une partie du théâtre qui avait commencé avec la phase électorale. Donc, cette résistance intellectuelle, nous la menons. C'est sur votre plateau que nous expliquons à nos compatriotes que l'État n'existe plus. Nous sommes en plein processus de somalisation, qu'il y a un démantèlement systématique des mécanismes de l'État à telle enseigne que le pays aujourd'hui ressemble à une population sur un territoire, mais qui n'a pas de gouvernement parce que ce que nous avons comme instance, ce ne sont pas des gouvernements. Donc il y a cette résistance intellectuelle qui consiste à contrer les contre-vérités présentées par la propagande d'État. Et en ce qui concerne la désobéissance civile, nous avons sur votre plateau et par d'autres mécanismes déjà lancé un appel à la désobéissance civile des Congolais. Ils n'ont pas été nombreux à se mobiliser et je vous rappelais la difficulté particulière de la mise en œuvre de cet instrument de combat politique. En 1993, M. Sassou Nguesso, ensemble avec M. Bernard Kolela, tous les deux ensemble, avec leurs forces politiques, leurs appareils, avaient lancé un appel à la désobéissance civile. Et les Congolais n'ont pas suivi cet appel. Nous parlons là de deux parmi les plus grands leaders politiques du pays qui avaient lancé un appel et les Congolais n'avaient pas suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas encore dans notre espace des acteurs de cette envergure-là, qui est cette capacité. Mais la nature ayant horreur du vide, nous sommes obligés de combler ce vide en faisant les tentatives que nous faisons. Et de toute façon, nous ne sommes pas désespérés que les Congolais puissent un jour suivre un appel à la désobéissance civile parce que
ceux qui ont créé l'avion ont fait plusieurs tentatives avant d'y arriver. Nous continuerons à le faire. Nous continuerons D'accord, à ok, appeler nos mais bon. compatriotes à la désobéissance jusqu'au moment où cela prendra. Mais dans tous les cas de figure, nous avons un objectif politique, c'est que M. Sassou Nguesso doit partir, une nouvelle république doit naître et nous continuerons à mobiliser des efforts dans ce sens. Merci, maître Charles Alicet Poitiers-Amar. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, leader des Patriotes. Vous êtes homme politique. Et vous disiez tout à l'heure que, ben voilà, ceux qui ont créé l'avion ne l'ont pas fait en un jour. Paris n'a pas été construit en un jour, c'est vrai, mais bon, nous sommes désormais dans un monde révolutionnaire où tout a déjà été créé et tout existe sur le marché. Quelqu'un me disait, si vous voulez construire un pays ou Paris, aujourd'hui, vous pouvez construire Paris en une semaine parce que toutes les technologies existent désormais sur le marché. Nous avons inversé les logiques. Nous parlons de l'ouverture des frontières, mais il y a aussi le galvaudage de la nationalité congolaise. Le président béninois a été élu à l'investiture du nouveau président béninois. C'est une Rwandaise qui était à la tête de la délégation congolaise. Cette dame, il y a 2 ou 3 ans en arrière, le Premier ministre nous disait qu'il était normal que d'autres Africains puissent travailler pour le gouvernement du Congo, ainsi de suite. Donc, il reconnaissait qu'elle était étrangère. Mais là, elle est allée représenter le Congo en tant que Congolaise et chef de délégation avec rang ministériel. Voyez-vous un autre pays africain dans lequel le citoyen d'un autre État conduit une délégation d'un pays? C'est des choses qui sont impensables. Donc, on ouvre les frontières. On fait main basse sur les terres avec les Rwandais. On donne 90% à la Russie. On galvaude la nationalité. Qu'est-ce qui reste?